Ces voix qu'il faut entendre, c'est un podcast qui donne la parole à ces gens qui nous font réfléchir, nous aident à mieux comprendre le monde et notre époque. Des lanceurs d'alerte, des experts ou de simples témoins avec qui je souhaite dialoguer. Ils nous bousculent parfois, nous surprennent toujours et cela ne laisse jamais indifférents. Aujourd'hui, j'ai appelé Marie Pelletier. Elle est belge. Cette historienne s'est spécialisée dans l'étude du conspirationnisme contemporain, qui a trouvé dans le 11 septembre 2001 l'événement qui lui sert de mythe fondateur. Dans cet épisode, nous parlons des rhétoriques anti-système et antisémites qui se nourrissent. On aborde le sujet de la défiance envers les institutions qui gagnent du terrain et surtout de comment le récit démocratique peut résister face au narratif complotiste. À la fin de l'émission, elle répond à ma question bonus et me parle d'une de ces voix qu'elle nous conseille d'entendre. Je m'appelle Simon Icard et vous souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode. Bonjour Marie Pelletier. Bonjour. Vous êtes historienne, enseignante en Belgique. J'ai voulu vous appeler car vous êtes spécialiste du complotisme et je souhaite parler avec vous de ces causes, de ces mécaniques, du danger qu'il constitue en s'opposant au discours démocratique. Mais d'abord, je voudrais savoir pourquoi avez-vous décidé de faire du complotisme un objet d'étude et pourquoi c'est important. En réalité, ce qui est un peu particulier dans mon parcours, c'est que je n'ai pas véritablement décidé de faire du complotisme un objet d'étude, mais c'est plutôt le complotisme qui est venu à moi, si on pourrait dire, puisque à la base, moi, je suis historienne de formation, donc quand j'ai commencé à travailler sur le complotisme, c'était il y a une dizaine d'années, j'étais enseignante, et je me suis intéressée particulièrement aux révolutions arabes, et plus particulièrement au conflit syrien, pour des raisons personnelles. Et en fait, au fur et à mesure que je commençais à m'intéresser à la Syrie, je me suis rendu compte qu'il y avait énormément de propagande sur ce conflit, énormément de désinformation de la part du régime en place. Donc, ça a commencé à me poser question. Et puis, je voyais aussi dans mes élèves des propos complotistes qui commençaient, donc fin des années 2000, début des années 2010, qui commençaient vraiment à apparaître dans les classes. Puis, par ailleurs, je travaillais aussi depuis plusieurs années sur des questions liées au racisme et à l'antisémitisme. Et donc, je rappelle souvent ces trois éléments-là, c'est-à-dire à la fois ma fonction d'enseignante, mon intérêt pour la Syrie et puis mon intérêt pour les questions autour du racisme et de la lutte contre le racisme, parce que c'est ces trois éléments, disons, qui ont l'air peut-être épars, qui m'ont conduite à m'interroger sur le complotisme à un moment dans le débat public où on n'en parlait pas encore beaucoup, en fait. Parce que le complotisme, pour moi, je l'ai surtout appréhendé comme une arme de propagande dans le cadre du conflit syrien, comme une arme de racisme, etc., etc. Et donc, voilà. J'ai commencé à écrire des articles au début, puis j'ai fait une première étude, et puis j'ai fait un bouquin, puis un deuxième bouquin, et puis ça s'est enchaîné. Aussi parce qu'on manquait d'experts, justement, parce qu'on était assez peu nombreux, donc il y a eu assez vite une demande par rapport à mon travail. Alors comment repère-t-on un récit conspirationniste ? Parce qu'on peut parler de récit. Oui, c'est un récit, c'est une proposition d'histoire, on pourrait dire. C'est ça le conspirationnisme. Comment le repère-t-on? Moi, j'ai une acception très large du complotisme, c'est-à-dire que je le vois comme un mode de pensée qui peut tous nous imprégner, bien évidemment à des degrés divers. C'est pas dire qu'on est tous des conspirationnistes pur jus, mais on peut tous rentrer dans ce récit de comment je qualifie de récit de la défiance. Et ce récit conspirationniste, il postule que derrière ce qu'on nous dit, donc derrière le récit prétendument officiel, même si cette notion pourrait être déconstruite, derrière le récit soi-disant officiel, il y aurait une mise en scène au service d'intérêts cachés. Et donc quand on fait cette espèce de postulat en amont, derrière tout événement d'actualité, on postule qu'il y a une mise en scène au service d'intérêts cachés d'une minorité mal agissante. Là, on sait qu'on est sur le chemin du conspirationnisme. Et cette logique-là, encore une fois, elle peut atteindre absolument tous les acteurs du débat public. On peut tous, à un moment donné, prendre un chemin conspirationniste sur un sujet sur lequel on est un peu plus sensible, par exemple.
Toutefois, vous avez identifié ce que vous avez appelé des obsessions, des obsessions du conspirationnisme. Quelles sont-elles, ces obsessions? Moi, je travaille surtout sur le conspirationnisme contemporain, évidemment, qui prend ses racines dans une histoire plus ancienne, mais c'est intéressant de voir quelles obsessions contemporaines ce conspirationnisme vient charrier en quelque sorte. Et je résume souvent la chose en disant qu'il y a deux grandes obsessions, qui sont en fait des obsessions du conspirationnisme et qui sont aussi des obsessions contemporaines de manière plus large. C'est d'abord l'obsession anti-système, c'est-à-dire cette posture de rejet à l'égard des institutions démocratiques, de rejet ou de défiance. Cette idée justement que les institutions démocratiques ne seraient qu'un paravent au service de logiques cachées, que ce soit à l'égard des politiques, des médias, des journalistes, etc., des scientifiques et des médecins, on l'a vu avec la pandémie. Donc ça, c'est le premier registre, hein, c'est le registre antisystème qui est aujourd'hui très massif et très prégnant, qui lui-même s'arrime assez largement en fait à l'imaginaire antisémite historiquement, parce que l'antisystème historiquement est lié aussi au réflexe antisémite, parce que quand on suspecte qu'il y a une minorité mal agissante, historiquement on en vient souvent à pointer les juifs. Et la deuxième grande obsession de notre époque et qui est toujours en filigrane aussi du conspirationnisme contemporain, c'est ce que moi j'appelle l'obsession civilisationnelle, c'est-à-dire tout ce qui a été notamment remis en branle à l'aune du 11 septembre 2001, puisque le 11 septembre 2001 est un petit peu l'événement cristallisateur qui a réactivé le logiciel conspirationniste. La lecture civilisationnelle, c'est l'idée qu'il y aurait en quelque sorte à la fois d'un côté la civilisation à protéger, à préserver, et de l'autre côté des hordes de barbares à, au contraire, ostraciser et jeter à la mer. Donc c'est évidemment par exemple, aujourd'hui, on voit un Éric Zemmour, il est complètement dans l'obsession civilisationnelle. Ça s'est particulièrement cristallisé autour de l'islam et des musulmans ces dernières années. Et ça, c'est la deuxième grande ligne narrative. Et c'est aussi, évidemment, ça rime à des imaginaires plus anciens, hein, l'imaginaire colonial, l'imaginaire des croisades, etc., etc. Mais ce sont ces deux grandes obsessions-là, l'antisystème et le civilisationnel, qui constituent un petit peu la toile de fond, en quelque sorte, du récit conspirationniste et même plus largement, hein, du récit contemporain, et qui viennent tout le temps s'entrecroiser. C'est pas deux obsessions qui s'opposent, c'est deux obsessions qui marchent main dans la main, en quelque sorte. Et on voit d'ailleurs des théories aujourd'hui qui allient les deux aspects, comme par exemple la fameuse théorie du grand remplacement, qui est à la fois une théorie évidemment anti-système, etc., qui est largement antisémite d'ailleurs dans ses origines, mais en même temps qui postule cette idée civilisationnelle qu'on serait envahi par des gens qui ne sont pas de notre civilisation en quelque sorte. Et donc, je pense que ça aide vraiment d'avoir ces deux repères-là. Pourquoi y a-t-il une si grande proximité ou filiation entre l'antisémitisme et ce point de départ du conspirationnisme contemporain, comme vous le dites? D'où ça vient précisément? De personnalités, d'événements récents? C'est surtout historique. En fait, je pense qu'on a une tendance à oublier que nous vivons dans des sociétés profondément antisémites. En fait, on a tendance à l'oublier parce qu'il y a eu le génocide, tout simplement, et qu'évidemment, après le génocide, on n'a plus du tout voulu regarder en fait c'est-à-dire que forcément, c'était la honte très très profonde qu'on a dû regarder en face dans nos sociétés et qu'on a donc assez globalement, après la Deuxième Guerre mondiale, cru qu'on avait tout mis en œuvre pour éradiquer l'antisémitisme dans nos sociétés. Mais l'antisémitisme dans nos sociétés, il est très profond, il est multiséculaire, il est culturel, il a été malheureusement théorisé dans de multiples livres à travers l'histoire, etc. Et donc, forcément, c'est un petit peu un monstre caché, quoi. C'est-à-dire que, et on le sait d'ailleurs historiquement, à chaque fois il y a des crises ou des difficultés dans la société, l'antisémitisme vient comme un logiciel explicatif, en quelque sorte, et avec la logique du bouc émissaire, évidemment. Et donc, ça, c'est important à rappeler. Par ailleurs, c'est important à rappeler aussi que le complotisme, historiquement, est un outil antisémite. C'est un outil de la haine des Juifs, puisque justement, le complotisme sert à désigner la minorité juive comme celle qui est responsable des malheurs qui nous arrivent, en quelque sorte. Donc, forcément, depuis une vingtaine d'années, on a eu toute une séquence politique extrêmement chargée, qui a commencé en grande partie avec le 11 septembre 2001, et puis il y a eu toutes sortes d'événements. Dans les années 2010, il y a eu aussi les attentats, etc. Enfin, puis il y a eu la crise économique. Enfin, on pourrait citer toutes sortes de facteurs de fragilisation de notre société.
Il y a eu aussi, durant ces 20 années, des acteurs idéologiques proches de l'extrême droite et des régimes autoritaires de manière générale qui ont été très actifs pour proposer un contre-récit, en quelque sorte, c'est-à-dire qu'ils ont utilisé le conspirationnisme pour attaquer les démocraties, on pourrait dire ça comme ça. Et donc, forcément, ces acteurs-là, ils ont été recherchés dans le vieux registre complotiste, antisémite, etc. C'est-à-dire que ce n'est qu'une entreprise de recyclage. C'est-à-dire qu'à la fois, il y a les obsessions contemporaines, voilà, ça vient se greffer sur des choses très, très contemporaines, mais ça ne fait que mobiliser des ressorts très profonds et ancrés dans la société. Si on vous évoquait le 11 septembre comme une date fondatrice dans les théories conspirationnistes, d'ailleurs on dit théorie conspirationniste ou complotiste ou du complot, il y a des différences entre ces termes ou tout est... Moi, j'en fais pas. J'en fais pas. Pendant des années, je parlais plutôt de complotisme. Et il faut savoir que conspirationnisme, ça vient de conspiracy en anglais, donc c'est plutôt un anglicisme en fait. Et depuis, je remarque que depuis 3-4 ans, les gens parlent plus de conspirationnisme que de complotisme, mais en gros, c'est la même chose. Alors vous évoquiez donc, je le disais, le 11 septembre, pour rester dans la sphère américaine, il y a un événement politique important avec l'élection de Donald Trump. Est-ce qu'on peut dire qu'il s'est servi de certaines de ces théories, ou en tout cas d'une adhésion à ces sujets pour arriver au pouvoir? Ah oui, complètement, et de manière décomplexée d'ailleurs, hein. Trump, il s'est fait élire sur une rhétorique conspirationniste, hein, très clairement, à la fois d'attaque, on s'en souvient, à l'égard des journalistes, hein, notamment, ça c'était très très frappant, donc de discrédit total de la presse, de ses opposants politiques, aussi de théories très racistes par ailleurs, hein, donc le registre civilisationnel dont je parlais. Donc, moi, je dis souvent que Donald Trump, c'est un tournant majeur, pas seulement pour les États-Unis d'ailleurs, hein, pour la scène internationale, parce que c'est vraiment l'antisystème qui prend la tête du système, quoi. C'est-à-dire que c'est une grande victoire politique des forces conspirationnistes, puisque ça montre, à ce moment-là, on sait que Trump d'ailleurs a été soutenu par des grandes figures conspirationnistes aux USA, hein, comme Alex Jones par exemple, et ça a montré que ces forces-là avaient maintenant la puissance, une force de frappe telle qui pouvait mettre au pouvoir quelqu'un à la tête de la plus grande puissance mondiale, quoi. Et donc c'est un virement très très fort parce que je pense qu'on l'a pas assez mesuré. Ça montrait déjà le caractère majoritaire ou mainstream du complotisme dans la société. On quittait déjà tout à fait le caractère marginal. Je dis ça parce que pendant très longtemps, pas moi, hein, mais pas mal d'experts ou bien de commentateurs du complotisme présentaient le complotisme comme un phénomène relativement marginal, disaient que c'était quelques petits groupes un peu radicalisés, etc. Pour moi, l'élection de Trump, c'est vraiment la fin de cette croyance-là, parce que ça montre qu'on peut désormais prendre le pouvoir, vraiment, et ça montre aussi que le complotisme est une arme de pouvoir d'ailleurs, prendre le pouvoir sur ce type de rhétorique et de discours. Y a-t-il une géopolitique du conspirationnisme? Là, on parle de Donald Trump. Vous évoquez les mécaniques de propagande en Syrie. Il y a une carte du monde, du pouvoir et du conspirationnisme? Moi, je préfère parler de politique que de géopolitique parce que la géopolitique, c'est un outil, en tout cas quand on l'appréhende dans sa manière un peu contemporaine, justement, c'est un outil qui a beaucoup servi aux conspirationnistes pour faire croire, en prenant une carte du monde, qu'on pouvait tout décoder d'en haut, en quelque sorte, hein, qu'on pouvait voir des logiques cachées derrière. Oui, c'est ça, derrière des listes de grandes puissances, etc. Donc moi, je ne pense pas. Alors, est-ce qu'il y a des aspects géopolitiques dans le conspirationnisme? Oui. Je pense surtout que ce qu'il faut rappeler, c'est que le conspirationnisme, c'est une arme politique, pas tellement, enfin, aussi géopolitique, bien sûr, mais avant tout politique. C'est une arme de pouvoir, c'est une arme de rapport de force, si vous voulez. Et qu'historiquement aussi, c'est une arme hostile à l'émancipation et à la démocratie. Donc, c'est-à-dire, ça, j'ai pas, enfin, on ne va pas développer parce que refaire l'histoire, c'est toujours très long, mais c'est une arme historiquement qui a été utilisée par des soutiens des dictatures, par des soutiens des forces réactionnaires dans nos sociétés, etc., pour discréditer les élans démocratiques. Et donc oui, en ce sens-là, donc même avec toutes les réserves que j'ai sur l'approche géopolitique qui peut être très déshumanisante,
En ce sens-là, on peut l'appréhender en quelque sorte comme une arme géopolitique, en ce sens surtout que c'est une arme de discrédit à l'égard des mouvements démocratiques. Je vais donner l'exemple qui pour moi a été le plus parlant ces dernières années, c'est les révolutions arabes, donc vraiment qui ont marqué la décennie 2010, qui sont un élan d'émancipation démocratique au sein de régimes autoritaires et dictatoriaux. Et ces révolutions ont fait face à énormément de complotisme. C'est-à-dire que les dictatures en place ont énormément utilisé le conspirationnisme pour discréditer ces mouvements d'opposition et pour dire qu'en fait, c'était tantôt la CIA qui les finançait, tantôt les djihadistes, et régulièrement les deux ensemble d'ailleurs. Comme ça, on allie l'antisystème et le civilisationnel et tout le monde est content. Et donc, oui, en ce sens-là, c'est une arme, on pourrait dire, c'est une arme de puissant, en fait. C'est une arme de domination, et oui, de puissant et d'écrasement des velléités de liberté. On observe aussi pas mal d'adhésions à des figures justement autoritaires comme Vladimir Poutine. Vous parliez de Bachar el-Assad. Cette rhétorique que vous détaillez au début a l'air antidémocratique et pourtant souvent, des personnes qui font référence aux théories du complot utilisent l'argument de déficit de démocratique. Comment expliquer cette contradiction? Ça, c'est quelque chose de très important sur lequel je suis en train d'écrire d'ailleurs. J'appelle ça le hold-up sémantique qui a été fait par les sphères conspirationnistes ces dernières années. Ce qu'elles ont réussi à faire, en effet, et c'est là toute la perversité, je pense qu'on peut employer ce mot-là, de leur méthode en tout cas, c'est non pas de renier l'héritage démocratique, parce qu'en fait aujourd'hui dans la société, dans nos sociétés à nous et même à l'échelle du monde, je pense qu'au niveau citoyen, personne ne rejette la démocratie en tant que telle, au niveau citoyen, j'ai bien dit. Donc c'est pas dans leur discours, ce n'est pas du tout un rejet du logiciel démocratique, mais c'est une réappropriation. C'est-à-dire, c'est faire croire que les sphères conspirationnistes et d'extrême droite représentent mieux la démocratie que les démocrates. Et on en vient du coup à évidemment des aberrations, comme on le voit avec la figure de Poutine, où on en vient par exemple à des discours qui vont justifier la figure de Poutine et son action, etc., au nom du fait qu'en quelque sorte, il représenterait mieux la démocratie que les démocraties. C'est-à-dire que c'est un double mouvement à la fois de discrédit des démocraties parce qu'elles ne seraient pas assez démocratiques et en même temps, on porte au nu en quelque sorte des leaders autoritaires, soi-disant parce que eux sont plus cohérents, respecteraient mieux les libertés, la liberté d'expression, etc. Bon, ce qui évidemment n'est absolument pas factuel. Mais donc c'est effectivement quelque chose qui est extrêmement oui, pernicieux, parce que ça vient du coup toucher chez des gens des sentiments sincères ou des volontés sincères de combat démocratique, mais pour les mettre au service d'un agenda qui est tout à fait autre, enfin d'un agenda ou d'une vision politique qui est tout à fait autre. Et malheureusement, c'est le plus gros problème actuel sur ces questions, c'est en fait ce que moi j'appelle aussi simplement la confusion actuelle, hein. C'est que tous les acteurs dans le débat public prétendent lutter contre le fascisme, être pour la démocratie, être pour la liberté d'expression, etc. Tout le monde. Mais on met des choses parfois qui sont totalement à l'opposé de ce qu'on brandit. Dans le récit, si on peut le qualifier comme tel, je suis pas sûr d'ailleurs, mais on va dire dans le récit démocratique, il n'y a plus assez d'adhésion, ou en tout cas de commun autour de ce récit pour résister, résister c'est peut-être un peu fort, mais en tout cas pour limiter les percées du discours conspirationniste. On manque d'un projet plus mobilisateur. Oui, oui, totalement. Moi, je pense pas que résister soit un mot trop fort, d'ailleurs. Je pense que ça, c'est quelque chose qu'on a perdu aussi ces 20 dernières années assez largement, enfin, qui s'est délité en quelque sorte. C'est effectivement le récit démocratique qui nous a portés en société après la Deuxième Guerre mondiale. Je qualifie souvent du récit du plus jamais ça, quoi, hein. C'est vraiment l'idée post-Deuxième Guerre mondiale. Maintenant, on va tout mettre en œuvre en société pour que plus jamais les forces autoritaires, fascistes, etc. prennent le pouvoir et que plus jamais le génocide ne se reproduise, bien évidemment, avec aussi une espèce de foi dans les institutions, notamment les institutions européennes, etc. Et donc, il y a eu tout ce récit-là le récit démocratique, il est plus ancien, hein, mais il y a eu quelque chose
au XXe siècle qui a été extrêmement fort et structurant, qu'on a bien connu dans les années 70, 80, même encore 90 en grande partie, puisque moi c'est ma génération, donc je sais vraiment j'ai été bercée par ça. Mais il y a eu force est de constater que depuis une vingtaine d'années, ça s'est effrité à l'aune de toute une série de facteurs, évidemment de l'éloignement temporel de la Deuxième Guerre mondiale, ça joue, hein. Là, les derniers survivants sont en train de disparaître, ça, c'est vraiment un facteur. Donc il y a une composante vraiment mémorielle, mais il y a aussi évidemment le contexte politique, international, etc. Enfin, toutes sortes d'éléments, et puis l'entreprise idéologique de certains acteurs d'extrême droite. Enfin, tout ça a fait qu'aujourd'hui, effectivement, on peine à faire société autour de la défense de la démocratie. Ben, il vous suffit de voir actuellement les débats en France, par exemple. Bon, c'est la Belge qui parle, hein, mais comment, par exemple, entre macronistes et mélenchonistes, pour faire bref, on s'accuse mutuellement tous de ne pas de pas être des bons démocrates. En fait, il n'y a plus du tout une espèce de réflexe commun, en tout cas de se mettre d'accord sur certaines bases à défendre ensemble. Or, l'extrême droite, on le sait, un peu partout en Europe, est plus forte que jamais. Et donc ça, c'est un vrai problème actuel. Et moi, je n'arrête pas de le répéter, mais c'est un chantier vraiment de première importance. C'est pas un chantier intellectuel en chambre, etc. C'est pas ça. C'est vraiment un truc qui doit être porté sur le terrain. C'est en quoi autour de quoi on se remobilise ensemble. Parce que le récit anticonspirationniste n'est pas un bon récit. Enfin, je veux dire, on ne construit pas une société en opposition à, il faut faire une proposition. Ça, je pense qu'on doit vraiment refonder. Alors, c'est pas reprendre le plus jamais ça tel quel, hein, parce qu'on voit bien que de toute façon, aujourd'hui, voilà, il y a eu quelque chose qui s'est effrité, mais c'est reconstruire quelque chose en repartant de là et en l'actualisant, en quelque sorte. Vous avez évoqué la politique française. 2022 a été une année électorale en France, nous le savons tous, marquée par un contexte de pandémie, de crise économique, en tout cas de pouvoir d'achat, avec un retour de la guerre en Europe. Toutes ces crises sont des terreaux favorables à l'irruption de théories du complot en tout genre. Oui, parce que le complotisme, de manière générale, il prospère sur des traumas. Ça, c'est vraiment quelque chose de, de très significatif. C'est-à-dire qu'à chaque fois que, quand je dis trauma, je ne parle pas de trauma individuel, hein, quoique ça peut être aussi, mais en tout cas des traumas collectifs en termes de société. Quand on a quelque chose qui correspond à un choc très profond dans la société et qui a en plus des conséquences très fortes sur notre quotidien, on a beaucoup plus de chances d'avoir une résurgence du complotisme, parce que le complotisme va venir comme à la fois un pansement, quelque chose qui donne des explications, du sens, etc., à ce qui nous est arrivé, sachant qu'on n'a plus d'autres modèles explicatifs vraiment convaincants, justement, qu'il y a un manque d'autres propositions. Et donc, on l'a vu, par exemple, je parlais du 11 septembre, autour du 11 septembre, s'il y a bien un trauma collectif de ces 20 dernières années, peut-être même de ce siècle dernier, c'est le 11 septembre 2001 qui a été, je dis toujours quand je donne des conférences, et c'est un truc qui marche toujours, je dis toujours aux gens, je pense que dans la salle, ici, tout le monde peut se rappeler où il était quand il a appris le 11 septembre 2001. Et à chaque fois, les gens acquiescent parce qu'effectivement, ça a été un choc très, très, très profond parce qu'on a eu l'impression que la guerre revenait, etc. Donc, je rappelle ça parce que c'est toujours sur ce genre de choc euh, qui, et quelque chose qui vient ébranler aussi notre quotidien, parce que le 11 septembre, c'est aussi toutes les politiques sécuritaires qui ont suivi, qu'on va voir le conspirationnisme regonfler. Évidemment, pareil pour la pandémie. Là aussi, on oublie, c'est un trauma très profond. Qui s'attendait à ce premier confinement où du jour au lendemain, on nous a dit, vous pouvez plus sortir de chez vous, etc. C'était extrêmement traumatisant et extrêmement fragilisant, aussi sur le plan psychique, hein, d'ailleurs, parce qu'il y a une composante psychique aussi. Et donc, le conspirationnisme, à ce moment-là, remplit vraiment un rôle explicatif et oui, il donne du sens, tout simplement. Et donc, effectivement, ça, alors de manière un peu différente, hein, parce que c'est pas exactement pareil, mais par exemple les questions économiques, etc. À chaque fois que les gens sont dans un moment de fragilisation où ils ont des peurs aussi, je pense effectivement pour le moment, moi-même, hein, en tant que citoyenne, je suis extrêmement inquiète de l'augmentation du coût de la vie et particulièrement du coût de l'énergie. Et je me dis tout le temps, parce que moi-même, j'ai du mal à payer mes factures comme tout le monde, je me dis tout le temps, mais en fait, j'ai très peur qu'à un moment donné, on en arrive à un point de rupture et que les gens voient ça comme une telle injustice, parce que c'est vraiment une vraie injustice sociale, ici en l'occurrence, qu'à un moment donné, on se réfugie encore une fois dans des logiques explicatives conspirationnistes. Donc,
Oui, c'est un vrai facteur. Alors, les crises, elles vont continuer de toute façon parce qu'elles font partie malheureusement de la vie en société. Mais il faut réfléchir à comment on répond à ces crises et notamment comment on y répond en termes de récit. Parce que, encore une fois, ça, c'est pas un trip intellectuel. L'être humain a besoin d'une histoire pour raconter ce qui lui arrive, surtout quand il est dans des moments de fragilité. Le conspirationnisme offre ça, donc il faut qu'on puisse offrir ça aussi. Et comment, sur le plan démocratique, reconstruire un semblant de confiance, parce que ça a l'air d'être le cœur du sujet, la défiance. Ouais. Alors, comment construire la confiance? Déjà, la chose la plus importante à dire, c'est que c'est un chantier au long cours. Ça va pas se faire du jour au lendemain. Et il faut aussi accepter une certaine lenteur, alors qu'on est dans une société de la rapidité, de la vitesse, du commentaire immédiat. Euh, Justement, le genre de format podcast, etc., je trouve, par ailleurs, enfin, je fais une petite parenthèse, mais peut permettre de réinstaurer un peu de long cours, d'explications. Moi, je crois énormément, parce que je le vis aussi, à la rencontre en live sur le terrain. Paradoxalement, je pense que le Covid a montré ça aussi, parce qu'on a été énormément connectés par un écran interposé. Je pense que ça a montré aussi à quel point la confiance, elle se construit aussi vraiment la relation, pas seulement virtuelle. Je pense vraiment, moi, je le vois souvent quand j'interviens dans les milieux très divers, dans les écoles, auprès d'éducateurs, auprès d'assistants sociaux, enfin, bon, peu importe. Quand on parle de manière directe avec les gens, il y a énormément de choses qui se dégonflent, notamment dans la posture conspirationniste. C'est pas pour rien que le conspirationnisme, il gonfle en ligne. Donc, je crois beaucoup à ça. Donc, je crois beaucoup à la relation, hein, vraiment, basiquement à la relation. Je crois aussi beaucoup à la formation et à la formation politique. Parce qu'en fait, la confiance, c'est pas juste un enjeu relationnel. C'est aussi savoir à quel modèle de société, justement, on peut faire confiance. Il faut avoir les gens, actuellement, sont en attente et en demande de repères politiques, de repères de compréhension. Donc, je crois beaucoup aussi à ce chantier-là. C'est d'ailleurs pour ça que moi, je m'investis beaucoup dans ce chantier formation, éducation, on va dire, parce que je pense qu'il va de pair avec le chantier plus humain, on va dire. Et quel devrait être le rôle des médias, parce que les médias on souffre d'un déficit de confiance important. Enfin, quand je dis les médias, je veux dire les journalistes et leur production. En même temps, cette période nécessite d'être informé. Les journalistes font de plus en plus de nouveaux formats, de vérification de faits en direct, de fact-checking, de check en tout genre. Est-ce que c'est une bonne méthode pour cette confiance à renouer? Je pense que c'est bien de faire du fact-checking, mais je pense pas du tout que ça permette de renouer de la confiance, malheureusement, parce que le problème est beaucoup plus profond. Euh, Vous savez, quand on n'a pas confiance, on pourra nous mettre tous les faits devant les yeux, ça changera rien. Parce que la confiance, c'est en amont du factuel, malheureusement, la confiance ou la non-confiance. Euh, Maintenant, je sais que les journalistes sont vraiment pas dans une position facile, hein, pas une position simple, parce qu'ils font justement l'objet de cette haine, de ce rejet, etc. Moi, je pense beaucoup, et beaucoup d'entre eux d'ailleurs ont compris déjà ces dernières années, j'ai déjà vu l'évolution, c'est que les journalistes doivent retourner sur le terrain. Vous savez, ces dernières années, on a eu beaucoup la mode du journalisme d'investigation, etc. Un peu le grand journalisme où il fallait en quelque sorte parfois, d'ailleurs, c'est un truc assez proche du conspirationnisme, l'idée qu'il fallait aller trouver les choses cachées derrière les puissants. Je trouve qu'on a vu un peu trop de ce journalisme-là et qu'on manque de journalisme beaucoup plus proche des gens. Et je crois vraiment que le journalisme un peu du quotidien, on pourrait dire, je dis pas que c'est une solution magique, hein, mais qui recrée aussi du lien et qui parle aussi des histoires des gens, c'est vraiment quelque chose de fondamental. C'est-à-dire que on n'a plus le luxe de la posture aujourd'hui. Le journaliste, par exemple, le journaliste parisien qui surnage un peu au-dessus de tout, c'est plus possible aujourd'hui. Je pense vraiment qu'il y a un enjeu de lien, en fait, parce que derrière le complotisme, il y a un enjeu de lien social, et que la confiance, notamment avec les journalistes, elle va se renouer autour de ça. Et franchement, je le dis de manière relativement optimiste, parce que comme je vous le disais, j'ai déjà vu quand même une certaine prise de conscience. Je sais qu'il y a pas mal de journalistes maintenant qui vont dans les écoles aussi, etc., parler aux jeunes et tout. Et je pense que c'est vraiment fondamental. Alors Marie Pelletier, c'est le moment de la question bonus. Vous le savez, dans cette émission, je demande à mon invité de nous parler d'une de ces voix qu'il ou elle nous conseille d'entendre. Quelle voix avez-vous choisi de nous désigner?
c'est évidemment une question qui n'est pas évidente parce qu'on a plein de voix dont on aimerait parler et auxquelles on aimerait renvoyer, mais je voudrais vous conseiller de suivre et de lire un politologue qui s'appelle Nicolas Tenzer, qui est un politologue français qui travaille énormément actuellement sur l'Ukraine. Et je pense que l'Ukraine actuellement, c'est un conflit absolument majeur, pas seulement pour ce qui se passe en Ukraine, mais aussi pour nos démocraties, pour nos sociétés. Et Nicolas Tenzer fait partie de ces rares intellectuels qui non seulement travaillent vraiment au quotidien sur ce qui se passe en Ukraine, etc., mais aussi qui essayent de nous alerter sur les dangers, vraiment les dangers profonds que cette guerre comporte pour notre vie en société et pour nos démocraties. Donc je pense vraiment que ce qu'il dit est d'une importance tout à fait cruciale. Eh bien, merci Marie Pelletier d'être passée dans mon émission. Les auditeurs, les auditrices de ce podcast peuvent vous retrouver à travers deux livres. On a parlé de la question des obsessions. Obsession, c'est le titre de l'un de vos ouvrages, ainsi que l'ère du complotisme. Je mettrai les références dans la description de l'épisode, ainsi que le lien vers votre site internet, qui porte votre nom, je crois. Oui, c'est mariepelletier.org. Tout simplement. Merci beaucoup. Merci. Voilà, c'est la fin de cet épisode. S'il vous a plu, notez-le, partagez-le ou parlez-en autour de vous. Pour entendre les prochaines voix que je mets en avant et ne manquer aucun épisode, abonnez-vous sur votre plateforme de podcast préférée. À bientôt.